Aujourd'hui, a une sexualité avec deux axes. D'un côté, une sexualité reproductive qui vise à faire des bébés, donc dans lequel il faut qu'il y ait une éjaculation intravaginale pour que les spermatozoïdes rencontrent l'ovule, point. Et de l'autre côté, grande nouveauté du siècle précédent, une sexualité récréative délivrée du spectre des grossesses non désirées grâce à l'avènement de la contraception et de sa diffusion. C'est relativement récent, la contraception telle qu'on la connaît dans la société, c'est 1985. Dans les années, la pilule a été autorisée en France en 67. Dans les années 70, c'était pas bien vu. Donc c'est relativement récent d'avoir cette sexualité récréative qui seront la plupart des rapports sexuels qu'on va avoir au travers la vie pour passer du bon temps avec son ou ses partenaires. Donc aujourd'hui en France, on a une couverture contraceptive à 97%, c'est énorme, avec 72% de méthodes médicales chez les femmes qui sont exposées à une grossesse. Mais le paradoxe français, c'est qu'on a 230 000 IVG par an en France. En Calédonie, on en a 1400. Pour 4000 naissances, c'est beaucoup. Il y a une bonne couverture, il y a une bonne proposition, mais il y a encore des ratés. L'évolution de la contraception au fil des âges, c'est chez les jeunes, on commence par le préservatif, donc il y a la campagne caoutchouc, on relance les idées de l'utilisation du préservatif avec sa double fonction, protection des IST et protection des grossesses non désirées. Ensuite, il y a la pilule qui va prendre la place dans le couple une fois qu'il est établi, et généralement, une fois que les enfants sont venus, on va plutôt mettre en place les stérilets et les contraceptions longue durée. Donc voilà à peu près la répartition des contraceptifs aujourd'hui utilisés, un petit peu en baisse concernant la pilule en France aujourd'hui. Le stérilet prend un petit peu de positionnement et les autres restent marginaux par rapport à ça. Donc les contraceptifs peuvent s'utiliser soit à chaque rapport avec le préservatif, ou mensuellement avec la pilule, ou de très longue durée avec l'implant et le stérilet, ou alors de manière irréversible avec la ligature tubaire chez la femme et la vasectomie chez l'homme. Je vous en reparlerai. Le coût de la contraception, alors je n'ai pas les chiffres ici, mais en France, quand on regarde le coût mensuel, ce n'est pas si élevé que ça. Il faut être quand même capable de le relativiser, et il y a quand même certains contraceptifs qui sont remboursés. Donc, encore une fois, il faut savoir les proposer, et le tarif mensuel des stérilets, c'est pas si cher que ça, même si l'investissement à la base peut être élevé, notamment pour les stérilets hormonaux. Mensuellement, c'est pas si élevé que ça, et c'est encore plus bas pour les pilules. Donc, l'efficacité d'un contraceptif mesurée avec l'indice de Pearls. On a une différence entre l'efficacité théorique et l'efficacité pratique. L'efficacité théorique, c'est celle qui est évaluée dans les études, où il y a des personnes qui suivent les gens et qui leur expliquent bien comment prendre. Et puis après, il y a la vraie vie de tous les jours, avec les risques d'oubli et les risques d'échec, parce que même quand elle est bien prise, une contraception, ce n'est pas 100% d'efficacité. Le principal problème aujourd'hui, puisque 30 à 40% des patientes qui viennent pour une demande d'IVG avaient une contraception, mais elle a été ratée, elle a été mal prise, ou il y a eu un oubli. Donc l'importance de l'information sur la contraception d'urgence. Donc ici, vous avez le tableau qui reprend tous les contraceptifs, et vous voyez la différence entre l'utilisation courante et l'utilisation correcte vérifiée. Donc on a toujours un petit décalage par rapport à ça. Globalement, les patientes qui ont une contraception n'ont pas plus de mortalité. Il y a un petit peu plus de morts violentes ou accidentelles, mais ce n'est pas expliqué. Il y a une diminution du cancer, on le reverra plus tard, et notamment de l'ovaire, ou d'autres cancers de l'endomètre ou du côlon. Il y a peut-être un petit surrisque sur le cancer du sein, c'est encore débattu, ce n'est pas clairement étiqueté. En tout cas, ce n'est pas énorme sur la contraception. Et donc, globalement, pour chaque patiente, on va réfléchir à un intérêt bénéfice-risque individuel pour la femme qu'on a en face de nous. Quelles contraceptions sont contre-indiquées chez les femmes obèses? Parce qu'on en a pas mal ici en Calédonie. Aucune. Aucune. Le bénéfice-risque d'une grossesse non désirée ou d'une IVG va dans le sens de la contraception. D'accord? Donc pour une femme obèse, l'efficacité est identique, quel que soit le contraceptif, même s'il n'y a pas beaucoup d'études, et le risque thromboembolique est inférieur à celui d'une grossesse ou d'une intervention. Donc globalement, toutes les contraceptifs sont possibles. Quelles sont les contraceptions contre-indiquées chez les femmes précaires?
en situation de précarité. Globalement, tous les contraceptifs sont autorisés. Maintenant, pour des facilités de prise et d'observance, on va préférer les contraceptifs réversibles à longue durée d'action, donc l'implant et ou le stérilet. Donc, encore une fois, pas de contre-indication là-dessus, contrairement à certaines idées reçues. La consultation de contraception, c'est une contraception qui doit être dédiée, où on doit pouvoir prendre le temps d'expliquer à la patiente les différents contraceptifs qui existent pour qu'elle puisse le choisir. Donc ce n'est pas encore une fois un bout de consultation, c'est une consultation qui est posée et réfléchie par rapport à ça. On va personnaliser la consultation et on va donner une information la plus complète possible. Les thèmes à évoquer, ça va être l'efficacité, le risque, le coût, la durée d'action et les aspects pratiques au quotidien de cette contraception. On va remettre à la patiente des supports pour qu'elle puisse y réfléchir, éventuellement chez elle. On va l'orienter vers des sites internet qui sont très très bien pour construire ça. Et puis, on va lui donner une remise de documentation pour qu'elle l'ait sous la main. Et encore une fois, ce n'est pas forcément à l'issue de la première consultation qu'elle doit repartir avec un contraceptif. Elle peut prendre le temps d'y réfléchir. Donc, ce qui va être important, c'est impliquer la patiente. Ça doit être son choix contraceptif. Si on arrive à impliquer le partenaire, c'est bien, c'est un plus, mais ça doit être le choix de la patiente. C'est elle, une patiente qui choisit sa contraception, c'est celle qui va la garder le plus longtemps. D'accord ? Elle doit être adaptée à la réalité quotidienne de la patiente, en tenant compte de ses contre-indications personnelles, et puis en évaluant la situation de la femme, du couple, son métier. Donc on va avoir une balance bénéfice-risque, possibilité d'observance et qualité de vie qui s'ensuit. Dans les contraceptifs, on va voir avec les pilules œstroprogestatives ou les microprogestatives, il n'y a pas la même chose parce que le cycle est plus cadré et plus posé avec des œstroprogestatifs qu'avec des microprogestatifs où il peut y avoir des spottings. Donc, quitte à choisir quelque chose en l'absence de contre-indication, on verra quelque chose qui va lui offrir la meilleure qualité de vie possible. Globalement, donc, on commence la consultation, on va faire un interrogatoire, on va s'intéresser au passé contraceptif de la patiente, est-ce qu'elle a déjà eu des contraceptions, comment ça s'est passé. On va voir les antécédents familiaux, thromboemboliques et les différents facteurs de risque autres qu'elle peut avoir, ses antécédents personnels, thromboemboliques, les IST qu'elle a pu avoir et d'autres facteurs de risque, les antécédents, le suivi gynécologique qu'elle a pu avoir, les grossesses qu'elle a pu avoir et où est-ce qu'elle les a menées, et puis les autres traitements en cours pour éviter les interactions médicamenteuses. L'examen clinique, donc peu de choses pour la contraception et plutôt orienté vers la contraception hormonale. On a le poids et la taille pour calculer un IMC qui va être important dans le suivi. Encore une fois, c'est rarement une contre-indication en lui-même d'emblée, mais il va falloir le garder pour le suivi. La tension artérielle de base, la palpation mammaire. Chez une jeune femme, à la palpation mammaire, on détecte rarement un cancer du sein, mais il peut y avoir des adénofibromes, et c'est peut-être pas une super idée de mettre des œstrogènes sur un adénofibrome. D'accord ? Donc ça doit faire partie de l'examen systématique. Pas d'examen gynécologique obligatoire. On le propose éventuellement, ça peut rassurer la patiente, mais encore une fois, une femme qui n'a pas eu de rapport sexuel ou qui vient d'avoir ses premiers rapports, il n'y a aucun intérêt à faire un examen gynéco, et ce n'est pas l'examen gynéco qui va lui dire oui c'est possible, non c'est pas possible. Aucun examen paraclinique n'est nécessaire avant de débuter une contraception, ni biologique ni échographique. Après, à 6 mois puis à 5 ans, avec une femme qui a une pilule, on fera cholestérol, triglycérides et glycémie pour le suivi. Concernant le bilan de thrombophilie, c'est un vrai questionnement et les recos de l'HAS et du CNGOF ne sont pas forcément les mêmes. En plus de la consultation, on va discuter avec la patiente et s'il y a besoin, on lui proposera une aide au sevrage tabagique, on lui expliquera la contraception d'urgence parce que même si elle a une contraception, il se peut qu'elle ait un raté et donc qu'elle soit exposée à un risque de grossesse, c'est bien qu'elle connaisse la contraception d'urgence. On va lui parler des éventuelles complications possibles, on va lui proposer d'anticiper les renouvellements parce que mine de rien, il y a beaucoup de grossesses qui arrivent sur « j'avais fini ma pilule, j'ai pas pu avoir un rendez-vous et bingo, c'est dans ce mois-là où elle tombe enceinte » ou « j'ai fini ma pilule, j'ai acheté le stérilet, j'ai pas eu le temps d'aller le poser, c'est là où elle tombe enceinte ». Donc anticiper ces situations pour ne pas mettre de fenêtre d'exposition. Et puis lui parler du dépistage IST, puisque si la mise en route d'une contraception, c'est pour arrêter la capote, c'est le moment d'aller se faire dépister. Donc la contraception d'urgence, rapidement, il y en a 3. Aujourd'hui, il y a le Norlevo avec le lévonorgestrel et la WAN avec l'acétate du lipristal, et puis les stérilets au cuivre. Le stérilet à la progestérone, très vraisemblablement, fonctionnerait dans cette contraception d'urgence, mais il n'a pas l'AMM, il n'a pas été évalué dans cette situation. L'efficacité est d'autant plus élevée qu'on est proche du rapport à risque. Le Norlevo, on est sur 3 jours, et Elawan, on est à 5 jours.
Donc la contraception hormonale œstroprogestative, donc Gregory Pincus a créé la pilule en 1953, il a montré qu'avec des fortes doses de progestérone, on bloquait le pic ovulatoire, puis ça diminuait la mobilité ciliaire, ça désynchronisait l'endomètre et ça cristallisait la glaire au niveau du col. Très efficace, sauf que ce n'était pas confortable parce que les patientes faisaient une folliculogénèse, elle avait les follicules qui grandissaient et ça n'ovulait pas, donc elle faisait des kystes fonctionnels. 3 ans plus tard, il a eu l'idée de rajouter de l'œstrogène, qui a donc fait un rétrocontrôle négatif sur la FSH, et il n'y a plus de croissance folliculaire, donc on a une pilule œstroprogestative avec 5 verrous contraceptifs qui sont très efficaces et plus confortables pour la patiente. Aujourd'hui, suite à 2013, le scandale des pilules, on recommande les pilules œstroprogestatives de 2e génération qui ont un risque thromboembolique moindre. Et aujourd'hui, ce qui est recommandé en prescription de première intention, à 30 gamma d'éthénylestradiol, c'est le Minidril, et à 20 gamma, c'est le Lilou. Les pilules de 3e, 4e génération existent, on va pouvoir les prescrire, mais aux patientes qui vivent des inconforts avec les 2e générations. Donc oui, les 3e, 4e générations peuvent faire une rétention d'eau un petit peu moindre, moins de mastodynie, moins de céphalée, moins de douleurs pelviennes, ok. Mais ça va être intéressant que pour 10-15% des patientes. Donc on ne va pas exposer des patientes à un surrisque thromboembolique alors qu'elles n'en ont pas forcément besoin. Le suivi, je vous en ai parlé, tous les ans on revoit la patiente pour faire le point avec elle, comment ça va, comment vous n'oubliez pas votre pilule, il n'y a pas de souci particulier avec ça, vous n'avez pas eu d'autres soucis de santé qui sont intervenus, on va lui faire l'examen clinique, notamment le poids et la tension, et on va lui faire le frottis selon les recommandations. Un examen biologique, cholestérol, triglycérides, glycémie, tous les 5 ans, aujourd'hui on est à l'aise par rapport à ça. Les risques de la pilule œstroprogestative sont principalement thromboemboliques, veineux et artériel. Donc ça multiplie le risque. Bien sûr, l'accident artériel est beaucoup plus rare, donc on en voit moins, mais c'est veineux et artériel. Donc il va falloir évaluer chez la patiente son risque individuel. Au niveau artériel, donc l'âge plus de 35 ans, le surpoids, le tabagisme, les antécédents familiaux au premier degré, l'hypertension, les dyslipidémies contrôlées ou non contrôlées, le diabète, les migraines, et les migraines avec aura surtout. Ça, c'est les facteurs de risque artériels qu'il va falloir déterminer et savoir si on peut lui mettre la pilule. Donc dans certains cas, s'il n'y a que ça, on peut lui prescrire une pilule œstroprogestative. S'il y a ça plus d'autres facteurs de risque, c'est une contre-indication formelle. Le risque veineux, qui est quand même le principal qu'on reconnaît aujourd'hui, c'est les patientes de plus de 35 ans, en surpoids ou obèses, avec une thrombophilie connue, bien sûr, et ça, ce sera une contre-indication, et les antécédents familiaux au premier degré. Et ça, c'est un petit peu un débat, parce que s'il y a des antécédents familiaux au premier degré, l'HAS recommande de faire un bilan de thrombophilie pour voir si elle est porteuse d'une thrombophilie, et le collège dit que c'est une contre-indication. Donc c'est un petit peu à discuter là-dessus. Donc il y a un effet starter, c'est-à-dire que le risque thromboembolique augmente à la mise en route de la pilule, et s'il n'y a pas eu de phlébite dans les 6 mois, 1 an qui suivent, il n'y en aura pas. Donc ce qui est mauvais, c'est de faire des switches et des changements de pilule. Ce qui est mauvais, c'est de faire des arrêts de pilule. Ah oui, j'ai pas de copain en ce moment, j'arrête la pilule pour faire une purge, pour me nettoyer un petit peu des hormones. Et bien c'est là où en fait on arrête, on reprend, on arrête, on reprend, où on augmente au maximum le risque. D'accord ? Donc même s'il n'y a pas de petit copain, c'est peut-être mieux de garder sa pilule à ce moment-là. Le risque thromboembolique varie en fonction du type de stradiol. Donc ça, c'est les générations de pilules. Donc c'est pour ça qu'on est revenu aux pilules de 2e génération qui sont moins à risque, avec les progestatifs associés et la dose. Cependant, il y avait des risques élevés aux premières pilules qui ont été mises en place avec des doses d'éthénylestradiol à 100 gamma. C'est du costaud quand même. Donc là, il y avait un risque thromboembolique majeur. Aujourd'hui, avec les pilules à 20-30 gamma, le risque est identique. Donc que faire chez une patiente qui a des métrorragies sous pilule ? Il va falloir l'interroger, être sûr qu'elle prend bien sa pilule et qu'elle n'est pas enceinte. Lui faire éventuellement une échographie pour regarder l'épaisseur de l'endomètre et pouvoir juger si elle est sur un tableau un peu hyperprolifératif avec un endomètre épais ou au contraire avec un endomètre très 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 fin. Donc ça, au bout de 3 mois, on va faire le point là-dessus. On pourra discuter donc du changement de pilule en fonction du type d'éthénylestradiol et du changement de génération de pilules qui peut améliorer aussi ça ou mettre des pilules multiphasiques. Mais il faut se laisser le temps de 3 à 6 mois, le temps que l'endomètre et le corps s'adaptent à ça. Donc je vous ai parlé du bilan de thrombophilie et des avis divergents. Donc ici, la recommandation du collège, donc la contre-indication aux œstroprogestatifs en cas d'antécédents. Et là, le bilan d'hémostase qui peut être demandé en cas d'antécédents familiaux au premier degré. Petite divergence là-dessus, c'est pas clair.
La conduite à tenir. Donc, que faire en cas de phlébite? On arrête immédiatement une pilule œstroprogestative et c'est une contre-indication à vie. Cependant, une femme qui est sous pilule a un risque multiplié par 2, par 3 sur les deuxièmes générations, par 4, par 5 sur les troisièmes générations. Si cette même femme, au même âge, est enceinte, elle multiplie son risque thromboembolique par 10 à 17. D'accord? Donc, en fait, la pilule ne fait que révéler plutôt des femmes qui auraient fait des phlébites pendant leur grossesse. Si elle fait un accident artériel, bien sûr, c'est un arrêt immédiat et une contre-indication à vie. Il y a des interactions médicamenteuses avec des médicaments qu'on n'utilise pas forcément tous les jours en routine. Faites juste attention, si la patiente est épileptique, à ne pas forcément mettre une pilule œstroprogestative. Les migraines, donc, vous voyez ici le tableau qui multiplie les risques donc, par 6 chez les patientes qui sont migraineuses, donc c'est très important, et c'est des risques artériels avec des risques importants, notamment au niveau cardiaque ou cérébral. Donc, recherchez les antécédents de migraine, contre-indication formelle s'il y a des migraines avec aura, contre-indication formelle s'il y a une migraine simple avec d'autres facteurs de risque, et on proposera alors d'autres progestatifs. S'il y a l'apparition de migraine, une femme qui n'était pas migraineuse et qui prend sa pilule, qui depuis qu'elle prend une pilule a des migraines, il faut arrêter la pilule et réfléchir à une autre contraception. Et si la patiente a des migraines catéméniales sous pilule, c'est-à-dire que quand elle arrête sa pilule, au moment où elle a ses règles, elle a mal à la tête, on peut lui proposer des schémas continus. Donc, enchaînement des plaquettes, pas de souci. Encore une fois, le schéma 21 comprimé, 7 jours d'arrêt, ça a été construit dans les années 60, où ce n'était pas concevable que les femmes aient leurs règles, c'était pas concevable que les femmes n'aient pas leurs règles. Aujourd'hui, on a clairement montré que la femme, elle peut passer sa vie en aménorrhée, qu'on peut enchaîner les plaquettes, et les nouvelles générations de pilules sont des plaquettes à 90 jours. D'accord? Donc, si la femme, ça ne l'arrange pas d'avoir ses règles parce qu'elle a une compétition de gymnastique, ou qu'elle va passer ses vacances au Club Med à Kemer, ou qu'elle a des migraines, ou qu'elle a des règles très, très, très abondantes, ou qu'elle a de l'endométriose, on peut enchaîner les plaquettes. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, il n'y a pas de danger. Alors, pilules et troubles de l'humeur. Eh bien, dans les études, il y a des résultats qui sont variables et contradictoires. C'est difficile de pouvoir attribuer à la pilule à elle seule les risques de changement d'humeur. Donc, pas de preuve solide. Cependant, un avis spécialisé est important pour évaluation et on pourra quand même discuter de changer quelque chose, ne serait-ce qu'en test, pour voir si ça apporte réellement un changement. La prise de poids sous pilule. Donc, dans les études, on compare deux groupes, femmes avec une pilule versus femmes qui n'en ont pas. La différence de poids, elle est de 400 grammes. D'accord? Donc, c'est toujours compliqué de juger une évolution individuelle. J'ai pris du poids depuis que je suis sous la pilule, quand dans des grosses études de comparaison, il n'y a pas. Donc oui, il y a eu des prises de poids, mais est-ce que c'est encore une fois que la pilule? Et encore une fois, on grossit ce qu'on mange. D'accord? Si on mange des haricots verts et des brocolis, on ne va pas grossir. Donc, toujours difficile d'attribuer à la pilule œstroprogestative. Il y a peut-être quand même un petit peu plus de prise de poids avec l'implant, mais encore une fois, il y a plus de comportement alimentaire à évaluer par rapport à ça. Donc, surveillance du poids, c'est important à chaque consultation de voir un petit peu ce qu'il en est, de chercher une cause, et puis éventuellement l'orienter vers une diététicienne en fonction de ça, et changer la pilule, mais c'est rarement ça, à proprement parler, et tout seul. La pilule et l'acné, la pilule peut améliorer l'acné. Il peut y avoir cependant des acnés qui apparaissent sous pilule de deuxième génération. Donc là, les pilules de troisième génération avec un effet anti-androgénique peuvent être bénéfiques chez ces patientes-là. Sinon, il faut demander un avis dermatologique si c'est important et éventuellement passer à l'acétate de cyprotérone, le Diane 35. Les troubles de la libido, encore une fois, c'est toujours difficile d'attribuer uniquement à la pilule des variations de la sexualité, du désir. Ça peut arriver, mais il faut toujours l'intégrer dans un contexte de vie, il faut toujours l'intégrer dans un cadre. Et encore une fois, ce n'est pas un seul élément qui va influer. Donc il y a tout un interrogatoire complet à mener, à évaluer pour voir quelles sont les difficultés et qu'est-ce qu'on peut en faire. On pourra discuter d'une autre contraception, mais encore une fois, c'est de l'évaluation individuelle et ne pas se limiter juste à ça. Donc, la pilule et les cancers, pas d'augmentation de la mortalité globale par cancer, une augmentation modérée du risque de cancer du sein qui diminue à l'arrêt de la pilule, donc on est vraiment sur quelque chose de très 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 faible, et la balance bénéfice-risque individuel de la patiente va dans le sens de la contraception, et on a une augmentation du risque de cancer du col, mais il y a énormément de biais par rapport à ça, puisque le cancer du col est HPV induit, qui dit HPV induit dit rapport sexuel, donc forcément ça concerne plus les femmes qui ont une contraception par pilule.
La pilule œstroprogestative est protectrice sur le cancer de l'ovaire. Les cancers de l'ovaire, la plupart du temps, arrivent sur les cicatrices d'ovulation. Donc les pilules qui bloquent l'ovulation empêchent l'apparition d'une plaie sur la séreuse ovarienne et donc le risque de cancer, diminuent le risque de cancer de l'endomètre puisqu'on n'a pas de variation d'hyperprolifération œstrogénique et de la progestérone. On a un équilibre, donc on limite les cancers et ça limite aussi le cancer au niveau du côlon. Au niveau de la prédisposition, les patientes qui sont mutées BRCA1, BRCA2 peuvent avoir une pilule œstroprogestative, pas de souci. Et les patientes qui sont mutées HNPCC, syndrome de Lynch, pas de souci, elles peuvent avoir une pilule œstroprogestative, il n'y a pas de contre-indication. Les alternatives hormonales œstroprogestatives à longue durée, telles que le patch, Evra, qui va rester en place pendant une semaine, qu'on renouvelle 3 fois, pour créer les règles, on peut aussi l'enchaîner. Ou alors l'anneau vaginal qui va se mettre dans le vagin et qui va délivrer par voie transvaginale des œstrogènes et de la progestérone. C'est des pilules qui sont aujourd'hui considérées comme de la 3e génération. Donc il ne faut pas les prescrire en première intention. Maintenant, si la patiente elle dit « oui, mais moi prendre la pilule tous les jours, la contrainte, je ne pourrais pas », ok, on peut lui donner, il n'y a pas de souci, mais ça ne doit pas être ce qu'on va proposer en première intention, c'est parce qu'elle ne peut pas respecter l'observance et qu'elle s'expose à un risque qu'on va pouvoir proposer ces alternatives dans la balance bénéfice-risque. Un petit peu plus de surrisque thromboembolique étiqueté, mais moins de risque d'oubli. Donc, encore une fois, c'est une évaluation individuelle. La contraception hormonale microprogestative, donc on reprend ce qu'a Grégory Pincus, sauf que là, on n'a pas le blocage œstrogénique, donc la patiente peut mettre en route sa folliculogénèse, ne pas ovuler, et donc faire des kystes fonctionnels. Je vous rappelle que les macroprogestatifs n'ont pas la MM en contraception, ils sont contraceptifs. Vous les donnez plus de 20 jours, elle n'ovule pas, elle est bloquée. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord ? Mais ils n'ont pas la MM, ils ne sont pas destinés à ça, mais ils sont contraceptifs. Et je vous rappelle la recommandation de juin 2020 de l'Agence sanitaire du médicament en France qui dit qu'on ne peut plus les prescrire en longue durée à cause d'une augmentation du risque de méningiome et qu'il faut faire des IRM à ces patientes. Donc luténil, lutéran, pas de longue durée par rapport à ça, augmentation du risque de méningiome. Le risque thromboembolique chez les patientes qui sont sous microprogestatif, il est nul. Le risque de phlébite, il est nul. Le risque thromboembolique artériel, il est nul, pardon. Et donc, c'est la pilule des contre-indications. D'accord ? La patiente qui a un antécédent de phlébite, c'est microprogestatif. Une patiente qui allait, c'est microprogestatif. Une patiente qui a des contre-indications artérielles ou veineuses, surpoids, HTA, tabagisme, etc., diabète, c'est cette pilule qu'il va falloir l'orienter en première intention, même si elle est un petit peu moins confortable dans la vie de tous les jours, puisque la patiente était exposée à des spottings. Si la patiente a des spottings, il faut se laisser le temps de la résolution de ces spottings, mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas donner d'œstrogène pour essayer de corriger ça. Il faudra changer de contraceptif. Voilà. On reste sur la contraception hormonale, microprogestative, mais à longue durée d'action avec l'implant. D'accord ? L'implanon qui a été remplacé par le Nexplanon, qui est une petite tigette qu'on va mettre dans le bras. Changement du site d'insertion cette année. Donc avant, on le mettait dans le sillon biceps-triceps. Aujourd'hui, on a changé. On va se mettre à 4 travers de doigts derrière l'épicondyle, sous le sillon. D'accord ? Pourquoi ? Parce que là, il n'y a rien, il n'y a pas de danger. D'accord ? Il n'y a pas de danger d'aller attraper un nerf ou une veine à l'insertion ou au retrait ou aller attraper un nerf. Donc, il est possible et efficace même chez la femme obèse. Chez la femme obèse, on sait qu'il y a un petit peu plus de grossesse la 3e année, mais ça n'impose pas de changer le schéma et de les changer plus tôt. Aujourd'hui, on reste sur 3 ans. Il y a peut-être un projet pour qu'on puisse les amener jusqu'à 5 ans. D'accord ? Bon, mais pour l'instant, ce n'est pas validé. Et donc, le plus important, c'est la surveillance de poids chez les patientes qui sont sous implant et un bilan complet s'il y a une prise de poids. Le profil de saignement, à 3 mois, il va falloir laisser le temps que l'endomètre, encore une fois, s'adapte et se stabilise. On va avoir 30% d'aménorrhée et 30% de petits spottings acceptables par la patiente. Chez certaines, on va avoir des saignements qui sont vraiment intempestifs et gênants. Et chez quelques autres, on va avoir des saignements très abondants qui vont demander le retrait à 6 mois en disant « pour moi, ce n'est pas gérable ». Donc, le retrait de l'implant, s'il est palpable, vous pouvez le retirer au cabinet sans souci. Vous le faites béquer, vous faites l'anesthésie plutôt en dessous, d'accord, pour le faire monter plutôt que de le faire au-dessus, auquel cas vous le palpiez bien et après avoir injecté l'axillo, il s'enfonce. Vous pouvez le faire aussi sous patch d'EMLA. D'expérience, laissez suffisamment de temps. Il faut que la patiente elle l'ait mis 1h30, 2 heures avant pour être suffisamment confortable pour le retirer.
Il y a eu des cas de migration, donc l'implant il était posé là, on est sûr, on a la cicatrice, on le retrouve beaucoup plus haut, et parfois il y a eu 17 cas de migration intrathoracique, dont un en Calédonie. Donc ça c'est un petit peu embêtant, il a été mis dans l'adventice des vaisseaux, et puis il a migré, c'est un petit peu embêtant de se taper une thoracoscopie pour aller se faire retirer son implant. Si l'implant est non palpable, ne vous lancez pas dans le retrait. D'accord ? Si l'implant est non palpable, il doit être repéré par écho, parce que parfois il est non palpable parce que il n'y en a pas. Parce qu'elle a oublié qu'elle l'a fait retirer. Donc ça m'est déjà arrivé, donc on le cherche à l'écho, on ne le trouve pas, on fait la radio du bras droit, on ne le trouve pas, demandez la radio du bras gauche, parce qu'elle est persuadée qu'il a été mis dans un bras et en fait il est dans l'autre, et puis après vous faites la radio thoracique pour vérifier qu'il n'est pas dans le thorax. Et donc si vous n'y arrivez pas, si vous ne le voyez pas, si vous ne le repérez pas, si vous ne le sentez pas, vous nous l'adressez, on a un centre de référence au Medipôle, donc les implants non palpés, on s'en occupe, on les retire au bloc sur repérage échographique. Le stérilet, donc c'est Ernst Grafenberg dans les années 20 qui a été un des premiers à utiliser le stérilet. Il n'a pas laissé son nom dans l'histoire pour ça, d'accord ? Ernst Grafenberg, vous le connaissez sous un autre registre. Les sexologues le savent, c'est le G de Grafenberg, c'est pour le point G. D'accord ? Donc c'est lui qui, en 1951, a parlé du complexe clitorido-urétro-prostato-vaginal sur la paroi antérieure du vagin, une zone particulièrement voluptueuse, et en souvenir de Grafenberg, Diego a appelé ça la Grafenberg spot, le point G. Donc vous avez vu, il y a différents types de stérilets, hein. Il y a eu beaucoup de fantaisie par rapport à ça. Globalement, tout corps étranger dans l'utérus va entraîner une inflammation qui va diminuer l'anidation, mais ce n'est pas le premier mécanisme d'action des stérilets. Donc le stérilet au cuivre, le cuivre diminue la mobilité flagellaire et les spermatozoïdes ne montent pas, donc il n'y a pas de fécondation, et les quelques spermatozoïdes qui sont montés, s'ils fécondent, l'embryon ne peut pas s'implanter parce que l'endomètre est inflammé, il est impropre à l'anidation. Avec le stérilet à la progestérone, on a une cristallisation de la glaire au niveau du col, donc les spermatozoïdes ne peuvent pas monter. Bon, et s'il y a quelques spermatos qui montent, encore une fois, pour qu'un embryon puisse s'implanter, il faut que l'endomètre ait vécu la séquence œstrogène puis progestérone. Là, il a de la progestérone en continu, donc il n'y a pas de fenêtre implantatoire. Donc il est possible aujourd'hui de le mettre chez l'ado et chez la nullipare. Pas de souci par rapport à ça, on peut, il n'y a pas de contre-indication avec le VIH, et encore une fois, on va réfléchir avec la patiente à un bénéfice individuel, bénéfice-risque, s'il y a une cardiopathie, s'il y a une valvulopathie, s'il y a des AVK, s'il y a un risque d'endocardique. Donc ce n'est pas contre-indiqué formellement, mais ça va se réfléchir avec le cardiologue. Le seul examen qui est nécessaire avant la pause, c'est de faire un toucher vaginal pour savoir si l'utérus est hanté ou rétroversé. Maintenant, si vous avez une machine d'échographie à portée de main, faites une écho. Hein. Ce n'est pas obligatoire, mais par souci d'efficience, ça peut être un élément intéressant de savoir vers quoi on s'oriente et de ne pas être complètement à l'aveugle. Pas de dépistage. Ça peut être mis à n'importe quel moment du cycle s'il n'y a pas de grossesse. C'est vrai que ça peut être un petit peu plus simple en post-règle parce que le col est un petit peu plus relâché, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation, et c'est certainement pas une obligation en cas de changement de stérilet. Pas de dépistage systématique des IST, seulement sur facteur de risque. Donc je vous rappelle les recommandations de l'HAS 2018 pour le dépistage, et notamment le dépistage du chlamydia. C'est toutes les femmes de 18 à 25 ans, systématiquement tous les ans, entre 15 et 25 ans, pardon, ou alors les femmes de plus de 25 ans qui ont des facteurs de risque, ou les femmes qui font des IVG. Les facteurs de risque, c'est multipartenaires, plus de 2 partenaires dans l'année, changement récent de partenaire, l'antécédent d'IST, des hommes qui font du sexe avec les hommes, les situations de prostitution ou après un viol. Donc, normalement, aujourd'hui, on doit proposer à toutes les femmes qui sont sur ces tableaux-là de faire un dépistage du chlamydia. Donc, c'est beaucoup plus fréquent que de faire des frottis. Les frottis, c'est tous les 3 ans, hein, normalement, et à partir de 20 ans. Là, c'est à partir de 15 ans, et ça, toute femme sexuellement active, le dépistage du portage chlamydien. S'il est positif, il va falloir traiter la patiente, informer la patiente, et bien sûr, rechercher les partenaires. Les porteurs, ils vont se faire le ping-pong. On revient au stérilet. Donc, quand on l'a posé, on va couper les fils, laisser 2 cm de fil, quitte à éventuellement les réajuster après. Hein, quand elle revient en disant « oui, il y a mon partenaire qui sent les fils », bah, « ok, madame, hein, je vais vous les raccourcir, on met le spéculum et là, on ne voit pas de fil ». Je ne sais pas comment il sent les fils, mais bon, voilà, il y a quand même des plaintes, donc n'hésitez pas à les raccourcir si besoin. C'est toujours plus simple de les raccourcir plutôt que d'aller les chercher, parce que quand on pose le stérilet, aujourd'hui, on le voit avec les échos 3D. Avant, on vérifiait à l'écho, on voyait un petit peu, avec les échos 2D, on voyait un petit peu le stérilet. Là, avec les échos 3D, on voit le positionnement du stérilet. Il est rarement parfaitement mis dans la cavité comme ça, et souvent, il peut être amené à bouger, donc à remonter un petit peu. Donc, c'est quand même mieux de laisser au moins au début une petite marge de fil.
On va contrôler la position du stérilet par le positionnement des fils. Maintenant, si vous avez une écho, vous pouvez faire une écho. Mais les fils, s'ils sont toujours là à la même distance, c'est que le stérilet est en place et qu'il est en bonne place. C'est la présence du stérilet qui fait son efficacité. Les techniques de pose, en fait, il y a différents types d'inserteurs, donc il faut connaître son type de pose, il ne faut pas se lancer comme ça, et ce qui est bien, c'est de visualiser et de comprendre ce qui se passe au moment où on va introduire le stérilet, qui va sortir ses bras, qu'on va le repousser et qu'on va pouvoir le retirer. Donc, encore une fois, ça s'entraîne et on peut proposer des ateliers pour la mise en place des stérilets. Informer la patiente qu'avec les stérilets au cuivre, on va avoir une augmentation du flux des règles et des stérilets à la progestérone, on va avoir une atrophie de l'endomètre, donc peu de règles, voire pas de règles. L'informer la patiente sur les symptômes qui doivent l'amener à reconsulter, et il n'y a pas d'écho systématique, mais encore une fois, si vous l'avez, faites-la. Le retrait des stérilets, il est facile si on voit les fils, on attrape les fils avec une longuette, on tire dessus, c'est fini, c'est réglé, ça fait pas mal et c'est fini. Si les fils ne sont pas vus, le stérilet peut être remonté dans le col, il peut avoir été expulsé, il peut avoir migré dans le myomètre ou avoir perforé. Donc avant d'aller gratter, chercher, mettre une pince, il faut être sûr de là où il est. D'accord ? Donc on commence par une échographie, on voit s'il est dans l'utérus ou pas. Et donc, il peut avoir perforé. La perforation, le plus souvent, ça se met en place au moment de la pose. C'est rare. Les facteurs de risque, ça va être l'utérus un petit peu mou, donc l'allaitement, le postpartum, l'inexpérience de l'opérateur et les antéversions ou les rétroversions extrêmes de l'utérus. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir dans quoi on se lance. L'examen à réaliser, donc, c'est l'échographie, si ça a perforé, est-ce qu'il est dans le muscle, est-ce qu'il est dans l'abdomen, et l'ASP pour regarder où il est, et il va falloir aller le chercher par cédioscopie. Donc voilà, un stérilet, là on se doute qu'il n'est pas en bonne place dans l'utérus, et on le retrouve après dans l'épiplomb. L'expulsion survient généralement la première année de la pose, ça va venir quand il a mal été posé chez les femmes jeunes, qui ont des règles abondantes, des règles douloureuses, qui ont des antécédents d'expulsion, qui ont des fibromes dans l'utérus, qui ont des malformations utérines, qui ont de l'adénomiose, ou des patientes qui ont des utérus très 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 grands, et donc qui ne vont pas pouvoir le tenir à proprement parler. Donc surveillance des fils après la pose, pour être sûr qu'il est toujours là, et puis essayer de le retrouver si on ne le retrouve pas. Les cups. Est-ce que les cups peuvent retirer les stérilets ? C'est débattu, ça fait discussion. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'attitude de dire que non, un stérilet bien posé n'est pas retiré par l'aspiration de la cup, tout comme il n'y a pas de risque avec l'utilisation de tampons. D'accord ? On parle plutôt d'expulsion concomitante du stérilet avec le flux des règles, comme ça arrive à des patientes qui n'ont pas de cup. Est-ce qu'on peut mettre des stérilets avec des AINS ? Oui, il n'y a pas de problème à utiliser les AINS ou l'aspirine avec les stérilets, surtout quand on n'est pas sur de la longue durée d'action. Ce n'est pas l'effet anti-inflammatoire qui va diminuer l'efficacité du stérilet. Le stérilet n'est pas un facteur de risque de GU en population générale. Je n'ai pas le temps de vous détailler l'explication, mais vous l'avez ici, ou vous la retrouvez sur le blog de Martin Winkler, qui explique très bien la différence de comparaison entre femmes qui n'ont pas de contraception versus femmes qui ont une contraception par stérilet, qui vont globalement faire beaucoup moins de grossesse et donc beaucoup moins de grossesse extra-utérine, en comparaison aux femmes qui sont enceintes et qui n'avaient pas de contraception, versus les femmes qui sont enceintes sur stérilet, et comme le stérilet diminue les chances d'implantation intra-utérine, les femmes qui sont enceintes sur stérilet augmentent le risque d'avoir une grossesse extra-utérine. D'accord ? Donc c'est la toute petite différence, mais en population générale, le stérilet est plutôt même protecteur des grossesses extra-utérines, puisqu'il diminue efficacement le nombre de grossesses. Si la patiente est enceinte sur stérilet, si le stérilet est accessible et qu'il est sous le sac et qu'elle veut garder la grossesse, on va retirer le stérilet. C'est toujours mieux de faire une grossesse sans stérilet. Si le stérilet n'est pas accessible et qu'elle veut garder la grossesse, on le laisse en place. On ne va pas aller triturer, aller chercher le stérilet au risque d'induire la fausse couche. Les stérilets à la progestérone font plus de kystes fonctionnels. Bon, normalement, des simples antalgiques, ça va. Attention aux complications de ces kystes avec les hémorragies intrakystiques, les ruptures de kystes hémorragiques et les éventuelles torsions. La patiente doit être informée que ça existe. Ce n'est pas forcément une indication d'emblée à retirer le stérilet. Les infections, donc si on a une actinomycose découverte sur un frottis d'une femme qui est porteuse d'un stérilet et qui est asymptomatique, ça y est, ça a été statué parce qu'on ne savait pas bien quoi en faire. Aujourd'hui, il ne faut pas retirer le stérilet. Par contre, il faut continuer la surveillance. Et le stérilet n'augmente pas le risque d'infection génitale haute, sauf au moment de la pose, d'où les règles d'asepsie. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a un stérilet que ça va faire venir du gonocoque, du chlamydia ou d'autres germes. Par contre, si vous avez une infection génitale haute et qu'il y a un stérilet, elle est plus grave, je vous en parlerai juste après, puisque ça va être plutôt un tableau d'endométrite que de salpingite. D'accord ? Donc le stérilet ne fait pas plus d'infections, mais s'il y a une infection, elle est potentiellement plus grave, donc s'intéresser à la vie sexuelle et aux pratiques sexuelles de la femme avant de choisir la contraception par stérilet.
L'antécédent d'infection génitale haute n'est pas une contre-indication. Si aujourd'hui la patiente fait attention, il n'y a pas de raison. Le stérilet au cuivre a un effet protecteur sur le cancer du col et sur le cancer de l'endomètre. Et puis le stérilet à la progestérone peut être le traitement de première intention des métrorragies fonctionnelles chez la femme. Ça peut être aussi le traitement de première intention dans l'endométriose, puisque le climat progestéronémique va calmer l'endométriose. Et voilà. Donc je vous ai parlé un petit peu de toutes les contraceptions réversibles. Aujourd'hui, on arrive à la contraception définitive, la stérilisation tubaire. Donc les échures ont été retirées du marché il y a quelques années suite à une polémique sur les effets secondaires qu'ils pouvaient entraîner. Aujourd'hui, on a la ligature célioscopique qui reste aujourd'hui de mise. On est revenu en arrière par rapport à ça, avec les risques induits de la célioscopie. Nécessité d'information de la patiente sur le caractère définitif et irréversible de la méthode. On ne revient pas en arrière. Il faut donc une réflexion minimum de 4 mois. C'est médico-légal. Et il y a le score de l'EURA qui permet de voir l'éligibilité de la patiente par rapport à ça. Donc voilà le score qui évalue tous les paramètres, et s'il est supérieur à 6, c'est une bonne indication à proposer la ligature de trompe à cette patiente. Donc aujourd'hui, avant on pouvait mettre des clips, on pouvait faire de la coagulation. Aujourd'hui, on a quand même montré que la plupart des cancers de l'ovaire partaient de la trompe. Et donc aujourd'hui, on peut faire des salpingectomies opportunistes. Donc une femme aujourd'hui qui demande une ligature de trompe, ce qu'on fait le plus classiquement, c'est qu'on enlève toute la trompe. Donc là, efficacité, avant on disait qu'il y avait quand même 0,5% de grossesse dans les suites. Avec une salpingectomie, on est à 0% de grossesse. C'est pas possible et c'est plutôt bien toléré par la patiente. Elle rentre le matin, elle sort l'après-midi. Les échures, c'est fini. Donc c'était les petits ressorts qu'on mettait dans les trompes. Il y a eu pas mal d'effets secondaires rapportés par les patientes. Ça n'a pas été clairement démontré, expliqué et tout. Le laboratoire a dit, moi c'est fini, je veux pas d'ennui, donc j'arrête. Donc ce n'est plus commercialisé depuis 2017, je crois. Voilà. La vasectomie chez l'homme, très peu employée dans nos cultures, beaucoup plus dans les cultures anglo-saxonnes et notamment aux États-Unis, où on a en fait une section des canaux déférents. C'est efficace quand ça a été bien fait, mais il faut laisser le temps pour que ce soit efficace. Il va falloir laisser 20 à 30 éjaculations pour vider complètement et avoir un spermogramme avec 0 spermato. Chez les hommes, on propose, avant une vasectomie, une autocongélation de sperme. Voilà, pour s'ils veulent changer d'avis et faire un enfant un petit peu plus tard, ils ont toujours le sperme congelé qui permettra de faire des inséminations. Les méthodes naturelles, on ne les recommande pas, mais c'est utilisé. La méthode Billing, la courbe de température, la méthode Ugino, clairement, elles ont une moindre efficacité. Et oui, quand on fait attention, on est un petit peu moins enceinte, mais c'est quand même pas quelque chose de fiable à 100%, ce d'autant que le cycle de la femme lui-même est variable, donc c'est difficile de se poser là-dessus. En postpartum, avec l'allaitement, il faut une aménorrhée complète, un allaitement exclusif et être à moins de 6 mois dans le postpartum pour considérer que ça peut être efficace. Mais encore une fois, on a beaucoup d'IVG du postpartum. Donc globalement, ce n'est pas des choses qu'on peut recommander et on recommande quand même aujourd'hui une contraception adaptée à l'allaitement, donc les microprogestatifs, le stérilet, l'implant, parce qu'il ne faut pas d'œstroprogestatif en cas d'allaitement, chez ces femmes dans le postpartum. Le coitus interruptus, globalement, c'est pas recommandé parce que ça marche particulièrement pas. D'accord ? Donc, il ne faut pas l'utiliser. Et les méthodes barrières, donc le préservatif qui est le seul à avoir une double protection IST grossesse. Je rappelle, parce que je l'ai appris récemment, que le lubrifiant qu'il y a sur les préservatifs ne sert qu'à dérouler le préservatif et qu'il ne lubrifie pas le rapport sexuel en lui-même. Donc pensez avoir un complément de lubrifiant si besoin avec ça. C'est plutôt la contraception des jeunes, mais il faut apprendre, parce qu'encore une fois, le jeune qui ne sait pas poser un préservatif, qui n'a pas l'habitude, c'est pas quand il sera avec sa nana, qui va trouver le bon sens, comment ouvrir la boîte, comment ouvrir le sachet, comment le dérouler. Donc c'est bien de s'entraîner, et avec les cailloux caoutchouc à 100 balles les 12, c'est bien de pouvoir s'entraîner là-dessus. La cape et le diaphragme, ils ne sont pas disponibles en Nouvelle-Calédonie. Ça se vendait tellement pas que les grossistes en pharmacie ont dit on ne les distribue pas. Et la contraception masculine, c'est un petit peu l'arlésienne. Ça fait quand même 20 ans qu'on en parle. On essaie de développer des méthodes chimiques hormonales, mais c'est difficile d'altérer la spermatogénèse suffisamment pour qu'elle ne permette pas d'avoir d'enfants, sans entraîner une baisse de la testostérone qui va impacter directement la libido et le désir de l'homme. Donc ça reste quand même quelque chose de très compliqué au niveau biochimique. Et puis la grossesse, ça reste quelque chose quand même au corps défendant de la femme. Et c'est quand même bien qu'elle sache exactement ce qui se passe et qu'elle ne soit pas dépendante du bon vouloir de l'homme. Donc c'est bien de faire des recherches là-dessus, mais ça reste quand même quelque chose qui va rester très aléatoire. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'ai été très vite.